Nous sommes dans les trains, nous sommes dans les produits cosmétiques, nous sommes dans les outils et les équipements de sécurité. Nous sommes dans les médicaments, nous sommes dans la plupart des produits. Nous sommes aussi dans la logistique. Nous sommes pratiquement partout où il y a des échanges commerciaux. Nous sommes un rouage essentiel de l'économie. En un seul geste, nous connectons les produits et les hommes. Nous sommes l'empreinte digitale de vos produits. Nous sommes le code universel du commerce. Nous sommes le code barre, scanné plus de 10 milliards de fois par jour dans le monde. Bienvenue chez GS1 France. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les dessous de GS1 France. Derrière nos codes, il y a des collaborateurs et des adhérents engagés et une belle histoire collective. Et oui, c'est sur un paquet de chewing-gum comme celui-ci qu'a été scanné le premier code barre en caisse il y a maintenant 50 ans. Au début du libre-service, tout était manuel. Il fallait étiqueter tous les produits. Et il y avait parfois des queues interminables dans les magasins. Avec l'essor de l'informatique, l'espoir a été de pouvoir automatiser tous ces échanges. Oui, mais le langage des ordinateurs n'est pas le langage des humains. Eux, ils parlent data. Il fallait inventer un nouveau langage commun permettant de décrire chaque produit pour éviter toute erreur. Et c'est ainsi qu'a été créé le premier standard d'identification international produit, le fameux code à barre à 13 chiffres. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce que permet le code barre. Échanger sur les données des produits entre partenaires commerciaux. Un bip en caisse et le prix s'affiche. GS1 France permet à toute entreprise, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, de parler le même langage. En France et partout dans le monde. GS1 est une société neutre, sans but lucratif. Notre intérêt, c'est l'intérêt collectif. GS1 est un espace de collaboration pour établir des règles, un langage commun qui profite à tous. Et la règle la plus importante, c'est le préalable à tout échange commercial. C'est l'identification. Notre cœur de métier, c'est de fixer ensemble les règles, les fameux standards, pour identifier de manière unique et non ambiguë les produits et les lieux. Identifier pour échanger, plus vite et mieux. Notre expertise va s'avérer essentielle à l'accélération de l'économie circulaire. Les défis à relever par la société tout entière sont immenses et urgents. Et nous n'avons pas vraiment le choix. On doit tous apprendre à produire et consommer de façon plus responsable, à économiser nos ressources et à réduire nos déchets. Il y a déjà de très belles initiatives dans nos groupes de travail. Avec GS1 France, nous discutons les nouveaux standards de la réparabilité des produits. Avec GS1 France, nous travaillons sur la standardisation de nos données emballage pour améliorer leur recyclabilité et mieux informer nos consommateurs. Nous travaillons sur les standards des produits qui changent plusieurs fois de main et de vie. Nous construisons avec GS1 France des standards d'identification et de traçabilité pour la maintenance des trains tout au long de leur cycle de vie. Nous encourageons toute initiative individuelle. Mais pour passer à l'échelle, la solution ne peut être que collective. Ensemble, nous devons inventer le nouveau langage de l'économie circulaire. Et pour relever ce défi, il va falloir identifier des produits qui changent plusieurs fois de vie et de main, et partager une quantité phénoménale d'informations à des acteurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, pour les 50 ans de GS1 France, je vais vous donner un scoop. Le futur standard de l'économie circulaire, il existe déjà. Il est là et c'est lui qui va remplacer le code barre. Alors ça ressemble à un QR code, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus malin. Le QR code augmenté GS1, c'est un peu le code barre nouvelle génération. Il permet de capturer plus de données produits, il permet aussi d'échanger des contenus infinis sur le web, et enfin, il va nous permettre de créer des cas d'usage qui seront accessibles au plus grand nombre, notamment aux consommateurs. On a tous intérêt à parler le langage de l'économie circulaire si on veut vraiment porter nos idées à l'échelle. Alors, mobilisons-nous, travaillons ensemble, et pour cela, vous êtes tous les bienvenus chez GS1 France. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui sera dédié aujourd'hui au QR code augmenté GS1 et aussi au registre international des données qui s'appelle Verify by GS1 et qui sera présenté tout à l'heure par ma collègue Christina, qui est responsable chef de marché Marketplace.
Pour ma part, je suis donc chef de marché sur la filière des produits grande consommation et donc je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter le QR code augmenté GS1. Donc on aura des temps d'échange qui seront dédiés. Vous pourrez poser vos questions dans les questions-réponses sur la partie QR code augmenté et Verify by GS1. On se donnera à chaque fois 10 minutes pour y répondre en live et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de toute façon, on fera une FAQ qui sera envoyée à tous les participants pour que vous ayez les réponses à vos questions. Enfin, je tenais à vous préciser que ce webinaire donc, il est enregistré et qui sera rediffusé sur notre chaîne YouTube de GS1 France. Donc, au programme de ce webinaire, on va déjà présenter qui est GS1 France et quel est notre rôle, notamment parce que c'est un webinaire aujourd'hui qui est ouvert aux adhérents, mais aussi aux non-adhérents de GS1 France. Ensuite, on entrera dans le cœur de ce webinaire avec le QR code augmenté GS1. On reviendra notamment sur la démocratisation du QR code classique jusqu'à la naissance du QR code augmenté GS1 et on parlera aussi du contexte et des enjeux liés à sa création et quels sont les différents cas d'usage de ce fameux standard. Et on terminera la présentation de ce QR code augmenté GS1 par un témoignage d'un GS1 partenaire qui est 360 Smart Connect et qui nous partagera notamment un cas d'usage opérationnel en lien avec ce standard. Et pour finir, comme je le disais, on terminera par le registre des données Verify by GS1, qui est un outil qui vous permet notamment de créer une carte d'identité numérique de vos produits, mais Christina, tout à l'heure, vous en dira plus. Donc, passons sur la présentation de GS1 France. A priori, vous nous connaissez toutes et tous pour un standard qui est planétaire, qui existe depuis 50 ans, c'est le code barre, le N13. Ce code barre, c'est le symbole de l'activité de standardisation de GS1, puisque c'est le standard de marché qui est le plus utilisé dans le monde pour le commerce et la logistique. Donc, il y a 10 milliards de bips chaque jour dans le monde depuis 50 ans. C'est donc un standard qui va vous permettre d'identifier les produits de manière unique et non ambiguë tout au long de la supply chain. GS1, c'est une organisation donc, qui est née au début des années 70 et comme je vous le disais, le premier standard, c'est le code barre et celui-ci est né pour une raison qui est bien précise, c'est que dans les années 70, on a connu ce qu'on appelle un phénomène de consommation de masse. Et dans ce cadre-là, les acteurs du marché, les distributeurs ont cherché à trouver une solution, une alternative qui soit durable pour remplacer tout ce qui était anciennement les étiquettes et les étiqueteuses. Ils se sont donc réunis, ont partagé des besoins communs qui ont fait consensus et qui ont donné la création de ce standard, le code barre. Ça a été une évolution très importante, un gain de temps et aussi un gain financier considérable. Depuis, GS1 s'est développé autour de deux axes principaux, notamment en s'ouvrant à d'autres filières. Je peux citer la filière cosmétique, la filière ferroviaire, la filière des vins et spiritueux, il y en a beaucoup d'autres. On s'est également développé via des nouvelles technologies qui sont apparues au fil des décennies, notamment la puce RFID ou encore le 2D qui peut être symbolisé par le data matrix, mais aussi, et c'est le sujet du jour, le QR code. Donc, la raison d'être de GS1, celle a priori pour laquelle on se lève ici tous les jours, c'est identifier pour échanger aujourd'hui et demain. Donc, notre but, c'est de créer un système d'identification qui va permettre de faciliter les échanges de manière durable entre acteurs qui utilisent des standards, les standards GS1. On est sur une identification qui est unique, fondée sur un système de règles qui est décidé et appliqué par les acteurs. Ici, on collabore avec les acteurs du marché, qui permet des échanges sans ambiguïté. Donc, ça veut dire qu'un code est égal à un produit bien spécifique, et sur un niveau international, automatisable et efficient. Donc, avec ces fameux standards, qu'est-ce que GS1 identifie? On va identifier plusieurs choses, notamment des produits.
On peut identifier aussi des pièces, des composants et équipements, mais aussi des entreprises, des entités et des lieux comme par exemple des parcelles agricoles, des services EDI, des entrepôts, etc. Mais aussi des unités logistiques comme des cartons ou encore des palettes. Et ces standards sont au service de quels échanges? Des échanges commerciaux et transactionnels, comme par exemple avec l'EDI, des échanges sur le suivi du cycle de vie en lien avec l'économie circulaire, qui est un changement de paradigme important aujourd'hui dans le commerce international, et des échanges sur la supply chain et la logistique, notamment pour suivre les informations des produits qui transitent. Les fondements du système GS1, ils sont en nombre de trois piliers que vous pouvez retrouver ici à l'écran. Identifier, capturer et partager. Donc, GS1 va fournir des identifiants à toutes les entreprises qui en font la demande. Et les entreprises vont du coup pouvoir identifier des produits, et ce de manière internationale. On va également avoir un deuxième pilier qui est le pilier capturé. Donc, on va pouvoir capturer de l'information, de la donnée via différents supports. Le code barre classique que vous connaissez tous. Le data matrix qu'on peut retrouver notamment sur les boîtes de médicaments. Le QR code ou encore la puce RFID qu'on peut retrouver dans le secteur du textile. Et ces deux piliers-là, identifiés et capturés, sont au service d'un troisième pilier très important qui est partagé, justement pour pouvoir échanger des informations entre acteurs qui ont décidé d'utiliser les standards GS1. Enfin, deux mots qui symbolisent GS1, qui sont très importants, qui sont les moteurs de la standardisation, c'est inclusion et collaboration. Inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les standards GS1 doivent pouvoir être utilisés par l'ensemble des acteurs, toute typologie d'entreprise, de la TPE à la grande entreprise, en passant par la PME et le TI. Ça veut dire donc que ces standards sont planétaires et peuvent être utilisés par toute entreprise, peu importe leur représentativité dans le secteur. Collaborer, donc, ça veut dire qu'on va mettre autour de la table un échantillon, en tout cas le plus représentatif possible d'un écosystème, pour que les acteurs puissent échanger entre eux, faire remonter des besoins communs qui vont faire consensus et qui vont permettre de soit développer, soit de créer des nouveaux standards. Ce qui est important de noter ici, c'est le fait que GS1 ne prend aucune directive, c'est bien les acteurs qui vont prendre ces directives ou alors la réglementation. Le rôle de GS1 est d'encadrer les discussions. Donc, pour finir sur la présentation de GS1, c'est une organisation donc, qui est assez unique et globale du fait de sa gouvernance. On est une entreprise qui est neutre et à but non lucratif. Donc, la neutralité, ça passe par ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On est une entreprise qui a été créée par les entreprises et au service des entreprises. Donc, le GS1 Board Monde et le Board de GS1 France sont composés d'entreprises. On est une entreprise qui est internationale, puisqu'on est représenté par 116 organisations locales au travers, qui représentent 150 pays utilisateurs. Et GS1 France, c'est la 5e organisation dans le monde, puisqu'on compte plus de 57 000 adhérents. Et ce que nous, on appelle adhérents, ce sont donc des entreprises qui vont payer une cotisation annuelle pour utiliser tous les standards disponibles de GS1 et également participer à des événements ou des groupes de travail, justement pour échanger sur des besoins qui pourraient mener au développement, ou en tout cas à la création de standards. Donc maintenant, je vous propose de passer au QR code augmenté GS1. Une nouvelle dimension pour vos marques dès maintenant. On parle ici de nouvelles dimensions puisqu'on est sur une phase de transition du 1D, donc symbolisé par le N13, au 2D, caractérisé donc par le QR code augmenté GS1. Cette phase de transition, elle va durer plusieurs années avec une ambition qui, je pense, vous avez toutes et tous en tête,
c'est le passage en caisse d'ici fin 2027. Et avant d'entrer et de se focaliser vraiment sur le QR code augmenté GS1, je pense qu'il est important aussi de comprendre la démocratisation du QR code classique. Et pour cela, je voulais vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite par l'Observatoire Résonance de M6 Publicité et qui explique comment et pourquoi le QR code s'est démocratisé au fur et à mesure du temps. Donc, depuis la crise sanitaire, je pense que toutes et tous, on a commencé à flasher des QR codes. C'est vraiment démocratisé. Par contre, ce QR code, il existe, on va le voir, depuis bien avant 2020. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette timeline. On va couper en trois périodes. La première période, c'est les prémices du QR code. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le QR code, il existe depuis 1994. Il a été créé par un ingénieur japonais qui s'appelle Masahiro Ohara, dans le but de suivre l'itinéraire des pièces détachées dans les usines de Toyota. Ça, c'était son utilisation initiale. Ensuite, il est tombé en licence libre en 1999. Donc, vous l'imaginez bien, c'est ce qui a aussi participé à sa diffusion auprès du grand public. Deuxième grande période, c'est, on va dire, la naissance opérationnelle du QR code, puisqu'il a été utilisé à partir des années 2000 dans beaucoup d'autres usages. Et un game changer aussi, c'est en 2017 où Apple a intégré un lecteur de QR code dans les smartphones, dans les caméras, donc lisible par tout public. Et enfin, donc, la troisième période, la démocratisation du QR code lors de, malheureusement, la crise sanitaire, mais c'est ce qui a aussi participé à sa démocratisation, notamment via le pass sanitaire, où on se souvient tous avoir un QR code sur notre pass sanitaire qui était flashé pour accéder à des lieux publics ou privés. Donc, depuis, les marques se sont emparées du QR code, notamment comme un levier d'engagement auprès des consommateurs. Et finalement, la naissance du QR code augmenté GS1 a été annoncée, en tout cas en France, en mars 2023, lors de nos 50 ans. On a annoncé que ce standard allait remplacer progressivement le AN13 et avec l'optique du passage en caisse d'ici 2027. Un chiffre important à noter dans cette étude, c'est que 76% des Français ont commencé à scanner un QR code en 2020. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a 34% de ce qu'on appelle, de ce qu'appelle l'étude les habitués ont flashé un QR code au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par jour. Le profil type, c'est ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une personne en général entre 35 et 49 ans qui habite en Île-de-France et qui a un ou plusieurs enfants. Ce qu'on découvre aussi avec cette étude, c'est que le QR code classique, aujourd'hui, il est vraiment partout, dans les espaces commerciaux, les espaces publics, même chez nous à la maison, à la télé, dans les publicités, dans les écoles et sur nos espaces de travail. Ce qu'on voit aussi, c'est que les scans sont surtout faits dans les restaurants, les bars ou fast-food, notamment, je pense, pour accéder au menu des restaurants, sur les emballages des produits, en magasin et en boutique également. Et fait intéressant aussi à noter dans cette étude, c'est que le QR code, c'est un terrain fertile pour le retail, puisque les magasins, ou en tout cas les boutiques dans lesquelles est le plus flashé un QR code, c'est en hyper et supermarché, à 56%. Ce qui veut dire donc que ce sont des consommateurs qui sont en situation d'achat, qui vont scanner un QR code pour obtenir de l'information qui possiblement peut déclencher une vente pour justement avoir des décisions d'achat plus éclairées. Et donc, chez GS1 France, on a décidé de faire en mai dernier un store check pour faire écho à l'étude résonance, voir si effectivement le QR code il s'était démocratisé dans le retail. Donc là, l'idée, ça va être de vous partager quelques résultats de ce store check où on a voulu justement quantifier
le nombre d'entreprises, de marques qui utilisent le QR code sur les emballages des produits. Donc, ce qu'on peut voir à l'écran, alors nous, on a checké à peu près 2000 références produits dans un des plus grands hypermarchés d'Île-de-France. Et sur ces 2000 produits, il y a 323 références qui possédaient un QR code, c'est-à-dire à peu près 13% des produits analysés, dans 15 secteurs d'activité différents. Ce qu'on peut souligner, c'est notamment que les QR codes à checker se retrouvent pour 45% sur des produits type liquide boisson, notamment les vins spiritueux, 18% sur des produits frais et 16% dans des produits épicerie salés sucrés. Donc, ces 323 références produits, elles appartiennent à 275 marques, dont 3 utilisent déjà le QR code augmenté GS1. Donc, il y a 2 choses importantes à noter ici. C'est que, en effet, le QR code classique, il est utilisé par les marques aujourd'hui, notamment dans le retail, notamment pour l'engagement consommateur. Et deuxième chose importante, c'est que, comme vous le voyez, le QR code augmenté GS1, il est déjà déployé par quelques marques dans le retail. Donc, ces QR codes classiques, je le rappelle, ce ne sont pas des QR codes augmentés GS1 pour la plupart. On a analysé quels étaient les usages qui en étaient faits. Globalement, c'est dans une optique d'engagement marque, aussi pour de la traçabilité, pour communiquer sur des recettes, pour ramener sur les réseaux sociaux et même une ou deux marques pour améliorer le rappel de produits. Donc, à l'écran, vous pouvez voir ici quelques marques qui utilisent un QR code sur leur emballage. Bien sûr, une liste non exhaustive, puisque je vous ai indiqué qu'il y avait 275 marques, en tout cas que nous, on a repéré qui utilisaient un QR code. Et donc, peut-être une question que vous vous posez depuis tout à l'heure, c'est le QR code et le QR code augmenté GS1, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Qu'est-ce qui les différencie? Et évidemment, il y a des différences, sinon on ne ferait pas ce webinaire aujourd'hui. Le QR code et le QR code augmenté GS1, visuellement parlant, il n'y a rien qui permet de les distinguer. Ce sont tous les deux des outils de capture. Ce qui va permettre de les distinguer, ça va être ce qu'on va encoder comme information dans un QR code. Donc, le QR code, il va vous amener vers un lien unique. C'est un seul et unique lien qui va, par exemple, vous rediriger vers le site d'une marque, vers un jeu concours ou plein d'autres possibilités. Le QR code augmenté GS1, lui, il est beaucoup plus puissant et polyvalent, on va dire, et ce, notamment grâce à un standard qui s'appelle le GS1 Digital Link. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Ce standard, il va permettre notamment d'encoder des informations produits, comme par exemple un GTIN, les 13 chiffres que vous retrouvez sous le N13, un numéro de lot, un numéro de série, une DLC, etc. Et toutes ces informations produits qu'on va pouvoir mettre dans le standard, le GS1 Digital Link, ça va vous permettre de répondre à de multiples usages, on peut voir ici à l'écran, mais notamment de permettre aussi le passage en caisse d'ici fin 2027. Et sans entrer dans le détail, le QR code augmenté GS1, il va vous permettre aussi de personnaliser l'expérience consommateur en redirigeant vers énormément de services numériques qui vont être adaptés en fonction d'un contexte de scan. Et tout à l'heure, je vous donnerai un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc, sur le contexte et les enjeux qui ont donné la naissance du QR code augmenté GS1, comme vous le savez tous, aujourd'hui, on est sur une bascule de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. L'engagement de GS1 ici, ça va être de pouvoir accompagner toutes les entreprises qui le souhaitent vers cette économie circulaire en utilisant des standards qui sont universels. Le code barre linéaire, aujourd'hui, il va être limité en termes d'informations qu'il va pouvoir transmettre aux consommateurs qui, eux, paradoxalement, en demandent beaucoup plus
sur les produits en termes de traçabilité et de transparence. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher beaucoup plus d'informations derrière le produit pour justement que les consommateurs puissent avoir des décisions d'achat qui soient plus éclairées et par exemple connaître l'impact environnemental d'un produit qu'il achète par rapport à un autre. Ce sujet de transition du 1D au 2D, c'est quelque chose qui est poussé depuis 2018 par GS1 Board Monde et donc les entreprises qui composent ce GS1 Board avec l'ambition, l'optique du passage en caisse fin 2027. Donc, aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur du marché, vous avez de multiples enjeux, de multiples besoins que vous nous avez remontés. Donc, on envoie une liste ici à l'écran qui est bien sûr non exhaustive, mais en tout cas, ce sont les principaux qui sont remontés à chaque fois. Des enjeux sur la durabilité et la RSE, notamment pour améliorer la recyclabilité des produits, je pense notamment au décret QCE. Améliorer aussi la traçabilité pour mieux suivre les ingrédients qui vont composer un produit. Il y a des enjeux de sécurité, protéger le consommateur, tendre vers le risque zéro, et donc ça passe notamment vers une amélioration du système de retrait-appel de produits. Il y a des enjeux aussi d'amélioration de gestion des inventaires, de gestion de stock, notamment dans une optique de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a aussi un enjeu d'augmenter l'engagement consommateur, ce qui passe vers une personnalisation de l'expérience client. Et enfin, le nerf de la guerre de tout département marketing, c'est d'avoir un packaging qui soit le plus lisible possible, tout en donnant le maximum d'informations qui soient utiles aux consommateurs, que ce soit des informations qui soient business ou réglementaires. Donc, en fonction de tous ces enjeux-là, le QR code augmenté GS1 est une solution qui peut répondre à ces nombreux défis. C'est un code barre, donc nouvelle génération, qui va permettre de capturer plus de données produits, qui va permettre de partager une infinité de contenus digitaux et donc qui remplacera, comme vous le savez, progressivement le code barre. Ce que je vous invite à faire par la suite, lorsqu'on va vous transmettre ce support de présentation, c'est de scanner le QR code qui est à droite, qui va vous renvoyer vers un dossier spécial de LSA qui a été fait à l'occasion de nos 50 ans en mars dernier. Et donc, vous pourrez avoir accès aussi à des informations qui seront complémentaires à ce webinaire. Donc, maintenant, je vous propose de passer sur comment il est structuré ce QR code augmenté GS1. Avec cette image un petit peu ludique, on va dire que le QR code augmenté GS1, c'est l'union, le mariage d'un GTIN et d'Internet. Ce qui est important à noter ici, c'est notamment que le GTIN, il est intégré dans le QR code augmenté GS1. Pour passer de l'EN13 au QR code augmenté GS1, il n'y a pas de nécessité de recodifier les produits déjà existants. Si on va un petit peu plus loin désormais, il va se composer, ce QR code augmenté, d'un QR code et ce qui va faire qu'il est augmenté, ça va être le standard, le GS1 Digital Link. Donc le QR code, lui, en tant qu'outil de capture, il a déjà beaucoup de bénéfices par rapport à un EN13. Déjà, il est plus petit qu'un code barre 1D. Il peut contenir aussi davantage d'informations, jusqu'à 4400 caractères, avec tout de même le disclaimer que plus vous mettez de caractères dans ce QR code, plus sa dimension sera exponentielle. Enfin, il est aussi plus lisible et donc plus fiable qu'un EN13, notamment parce qu'il y a une redondance d'informations dans les petits carrés qui composent un QR code, c'est-à-dire que si vous avez un accro sur un QR code, a priori, il reste lisible. Ce qui n'est pas le cas d'un EN13. Et enfin, donnée très importante, c'est que un QR code a la même vitesse de scan qu'un EN13 pour le passage en caisse. Je le disais, ce qui fait que ce QR code va devenir augmenté, c'est quand on
y ajoute le standard, le GS1 Digital. Ce standard, il va vous permettre d'avoir accès à des informations qu'on appelle offline, qui vont être lisibles lors du passage en caisse. C'est notamment le GTIN, le numéro de lot ou encore le numéro de série. Il va aussi permettre de donner accès à des informations online, donc à des services numériques, qui là vont pouvoir être éventuellement personnalisables en fonction d'un contexte, donc de rediriger un consommateur vers une information spécifique plutôt qu'une autre en fonction de ce contexte. Alors, cette slide pour vous montrer du coup comment peut être lu un QR code augmenté GS1. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque je vous parlais de la démocratisation du QR code classique, aujourd'hui, les caméras des smartphones ont un lecteur de QR code. C'est-à-dire que cet outil de capture, ce QR code, il est lu nativement par les smartphones. Enfin, au niveau du passage en caisse, ça pourrait être lu avec un scanner optique. Il y a des investissements actuellement qui sont faits par les distributeurs pour changer les systèmes de caisse. Et là, vous voyez à l'écran, en fait, à quoi ressemble ce fameux standard, le GS1 Digital Link. C'est ce que vous voyez ici. C'est une suite, en fait, de chiffres et de lettres. C'est une syntaxe alphanumérique qui est standardisée. Et pour créer un QR code augmenté GS1, vous avez besoin de deux informations obligatoires. Un nom de domaine, le https://exemple.com, et d'un GTIN. Ce GTIN, il va être symbolisé par l'identifiant de données 01 que vous pouvez voir ici en rouge, suivi de 14 chiffres qui représentent le GTIN. À partir de là, vous pouvez créer un QR code augmenté GS1. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin en intégrant d'autres informations, comme par exemple un numéro de lot qui est symbolisé ici par l'identifiant de données 10 suivi du numéro, chiffre. Et également, vous pouvez y ajouter un AI 17, un identifiant de données 17 qui va donner accès à une DLC. En fonction des AI que vous allez intégrer, vous allez pouvoir répondre à des usages. Le numéro de lot va permettre, par exemple, d'améliorer le système de retrait-appel de produits. Une DLC va pouvoir éventuellement permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant de la promotion liée à cette DLC automatique. Pour résumer ce que je viens de dire, donc QR code augmenté GS1, c'est un QR code plus le standard, le GS1 Digital Link, qui va permettre de donner accès à des informations offline, notamment pour le passage en caisse. C'est lisible par les scanners optiques des systèmes de caisse, le GTIN, numéro de lot, numéro de série, etc. Vous allez pouvoir avoir accès à des données online, et là, il y aura deux moyens de les lire, soit via un serveur classique, qui va par exemple vous rediriger vers les informations nutritionnelles d'un produit, soit, et c'est là où aussi le QR code augmenté de GS1 devient beaucoup plus puissant, via un résolveur. Donc, ce résolveur, c'est une sorte d'aiguilleur numérique intelligent qui va permettre de rediriger un consommateur vers une information plutôt qu'une autre en fonction d'un contexte de scan, c'est-à-dire en fonction par exemple de la géolocalisation du scan, de la temporalité du scan ou encore de l'application qui va être utilisée pour scanner un QR code. Donc ça, ce sont des paramétrages qui sont effectués par la marque commerciale. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour que ce soit plus parlant. Si moi, demain, je vais dans une enseigne distributeur et que je décide d'acheter un produit cosmétique, en magasin, je vais scanner le QR code augmenté GS1 sur ce produit cosmétique qui va me renvoyer, par exemple, vers le site, vers des informations sur le produit, notamment la composition, l'ingrédient, etc. Je décide de l'acheter, se passe une semaine, je décide de rescanner le même QR code augmenté GS1 et cette fois-ci, je vais être redirigé vers, par exemple, une vidéo pour montrer comment je peux utiliser ce produit cosmétique. Donc, là, un QR code classique serait dans l'incapacité de rediriger le consommateur vers une information spécifique plutôt qu'une autre.
Alors, il faudrait 2 QR codes ou un QR code qui renvoie vers une page web où il y a toutes ces informations. Mais ça veut dire que le consommateur devrait scroller sur la page et en général, ce n'est pas forcément le cas. Autre point à noter, mais que j'ai indiqué, c'est que c'est bien la marque commerciale qui va paramétrer quelles informations elle souhaite renvoyer au consommateur en fonction du contexte. Et enfin, tous ces liens web vers lesquels peut rediriger le résolveur peuvent être mis à jour à l'infini donc par la marque commerciale. Maintenant que je vous ai parlé de la démocratisation du QR code classique, que je vous ai donné des clés sur le contexte et les enjeux de la naissance du QR code et que je vous ai présenté la structuration de celui-ci, on va passer sur les cas d'usage. Donc aujourd'hui, le premier terrain de jeu, c'est l'engagement consommateur. C'est un cas d'usage qui va ouvrir la porte à de nombreux autres cas d'usage, comme on va le voir dans la slide suivante. Donc, en fonction du niveau de granularité et d'identification, c'est-à-dire si vous allez utiliser de la donnée statique ou de la donnée dynamique, la mise en place, la mise en œuvre du QR code augmenté GS1 va être plus ou moins complexe, on va dire, ou en tout cas va demander plus ou moins d'investissements, que ce soit des investissements humains, financiers, techniques ou industriels. Comme je l'ai dit aujourd'hui, en 2023, ce qui permet de lancer, de déployer le QR code augmenté GS1, c'est notamment l'engagement consommateur. Et ce aussi pour une raison, c'est que, comme je le disais, vous pouvez créer un QR code augmenté GS1 seulement avec un nom de domaine et un GTIN. À partir de là, vous pouvez déjà faire de l'engagement consommateur en y ajoutant ou non un résolveur. Ensuite, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, de répondre à d'autres usages. Et pour cela, il faudra intégrer de la donnée dynamique. Donc, par exemple, si on intègre des données sur le poids ou le prix variable, on va répondre à des enjeux qui sont liés spécifiquement au vrac et au poids variable. Si on intègre un numéro de lot ou encore une DLC, on va pouvoir répondre à des enjeux qui sont là encore différents, sur l'amélioration du système de retrait-rappel. On va pouvoir faire de la lutte contre le gaspillage, améliorer la traçabilité ou encore améliorer le recyclage des produits. Si on intègre encore un numéro de série, on peut répondre à des enjeux sur la seconde vie des produits ou encore permettre de lutter contre la contrefaçon. Voilà. Tout ça, ce sont des usages qui sont non exhaustifs. Il peut y en avoir d'autres. Et l'idée, ça va être que ce soit vous, les acteurs du marché, qui vont prioriser en tout cas ces cas d'usage. Et on le verra tout à l'heure. Il y a un événement qu'on va lancer le 26 septembre et qui va vous permettre justement d'aller dans ce sens. Petit point à noter aussi, c'est que le passage en caisse, vous savez, l'ambition c'est fin 2027, il y aura une période de transition où on va retrouver un double marquage sur les produits où on aura un EN13 et un QR code augmenté GS1 et cela sans doute même après fin 2027 pour laisser le temps au marché justement de faire cette transition. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le GS1 Digital Link, c'est la solution à plusieurs défis. Et ce GS1 Digital Link, on va pouvoir le construire en fonction de plusieurs identifiants de données. Il y en a 519 qui sont disponibles. Et ces identifiants de données ils vont permettre de répondre à de nombreux enjeux. L'idée ici, sur cette slide, c'est de vous montrer plusieurs constructions de GS1 Digital Link qui sont adaptées à divers usages. Donc, pour l'engagement consommateur, on va utiliser ce qu'on appelle un AI, donc un identifiant de données, qui va représenter le GTIN, c'est le 01 que vous voyez à l'écran. Pour l'anti-gaspillage, si on veut répondre à cet enjeu-là, on va par exemple y ajouter une DLC qui est symbolisée ici par le 17, justement, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre de faire éventuellement de la promotion automatique en fonction de la DLC. Faire par exemple, moins 50% si le produit arrive à sa date d'échéance dans 4 ou 5 jours.
On va pouvoir répondre à des enjeux sur le poids variable aussi. Alors, je précise ici qu'on est sur une phase de pré-standardisation. Donc, ce que vous voyez à l'écran n'est peut-être pas exactement la syntaxe qui va être définitive et qui va être actée par le marché. Mais en tout cas, ça pourrait prendre cette forme, c'est-à-dire avec un GTIN et deux autres identifiants de données, le 3101 qui va donner des informations sur la planète et le 8005 qui va donner des informations sur le prix par unité de mesure et donc qui pourrait être en euros. Ça va répondre à des enjeux notamment de traçabilité, d'amélioration de gestion de stock ou encore de permettre de faire du retrait-rappel de produits puisque les produits en VAC et en poids variable aujourd'hui ne sont pas identifiés par un GTIN. Enfin, ce que vous voyez voir ici pour la traçabilité et retrait de rappel, on peut utiliser des identifiants de données comme le numéro de lot, c'est symbolisé par le 10, ou encore le 21, numéro de série. Donc, par exemple, bloquer un produit incriminé par un retrait-rappel de produit lors du passage en caisse, ou en tout cas pour suivre les ingrédients, d'où proviennent les ingrédients d'un produit. Donc, bien sûr, toutes ces syntaxes-là, vous pouvez y intégrer ou non un résolveur. Ça, c'est au choix de l'entreprise, c'est en fonction de ce qu'elle veut faire et à quel besoin elle veut répondre. Donc, je le disais tout à l'heure, les cas d'usage que vous avez vus à l'écran, ça va être à vous, les acteurs du marché, de prioriser quel cas d'usage vous voulez lancer en priorité. Et pour cela, on va lancer une communauté d'intérêt pour la filière des produits grande consommation et qui va être dédiée au QR code augmenté GS1. Cette communauté d'intérêt, la réunion de lancement, elle a lieu le 26 septembre de 9h30 à 12h30. Il y a deux objectifs principaux sur cette communauté d'intérêt-là. C'est notamment de pouvoir partager entre vous des retours d'expérience sur la mise en œuvre, mais aussi de pouvoir échanger sur tout ce que ça représente en termes de challenge, que ce soit des challenges humains, techniques, industriels ou encore financiers. Et in fine, le but, c'est de pouvoir définir et valider des cas d'usage d'aujourd'hui et de demain sous forme de roadmap jusqu'à 2027 et peut-être même au-delà sur les cas d'usage que vous allez prioriser ensemble. En tout cas, vous allez faire remonter vos besoins communs qui font consensus. Donc, vous retrouverez ici sur cette slide un formulaire d'inscription qui va vous permettre de vous inscrire et de participer à cette réunion du 26 septembre, qui est en format hybride. Après, si vous en avez la possibilité, je vous recommande aussi de venir en présentiel, notamment parce qu'il y aura des ateliers interactifs. Et au niveau des échanges, c'est toujours mieux d'être en présentiel. Mais en tout cas, on le fera aussi en distanciel. Enfin, je voulais vous montrer des démo de ce que peut faire le QR code augmenté GS1, et ce, à travers plusieurs applications. Donc là, on va tester 4 profils. On va tester d'abord, on va scanner un QR code augmenté GS1 en tant que consommateur avec notre appareil photo du smartphone. Ensuite, un deuxième profil où, toujours en tant que consommateur, je vais scanner le même QR code augmenté GS1, mais cette fois-ci avec une application d'une enseigne distributeur. Un troisième profil où je serai sous l'angle d'un employé qui va utiliser une application professionnelle pour scanner ce QR code. Et enfin, en tant que douanier avec une application interne des douanes. Donc, on va faire ça en live. Je vais commencer par scanner le QR code que vous retrouvez à l'écran ici, qui va me renvoyer vers une page d'informations produits, donc des informations nutritionnelles, notamment sur le produit en question, des informations, par exemple une idée de recette, ou encore des informations sur la traçabilité liée au produit. Ça, c'est le premier profil que je vous ai indiqué. Ensuite,
revenir la caméra. On va changer, et cette fois-ci, on va prendre une application qui est celle de l'enseigne distributeur. Je vais scanner à nouveau le même QR code augmenté GS1. Et là, vous voyez qu'il y a des informations qui ont été modifiées. Je le rappelle, on est toujours sur le même outil de capture. Déjà, maintenant, on a accès à un prix. On a accès aussi à des notations, 862 avis. On a accès à des informations sur les ingrédients, mais aussi les allergènes. On a également des informations liées à de la promotion, donc notamment pour faire du cross-selling. Si on passe maintenant à la troisième typologie d'information, je rescanne un QR code qui va me permettre d'aller choisir l'application professionnelle d'un employé d'une enseigne distributeur. Je vais scanner à nouveau le QR code et là j'arrive vers d'autres informations. Donc on voit, justement c'est ce que Christina va présenter tout à l'heure, des informations liées au registre international des données Verify by JS1 et des informations aussi sur les inventaires, notamment pour savoir combien d'unités de ce produit j'ai en stock, le produit dans quelle allée il se trouve, etc. Des informations totalement différentes de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et enfin, dernier profil, celui du douanier. Donc, je vais prendre l'application de la douane. Je vais à nouveau scanner le QR code. Et là, donc, je vais avoir des informations qui sont là aussi totalement différentes. Des informations sur la composition du packaging, des informations notamment douanières, permettre de faciliter l'importation des produits, et des informations liées à des certifications pour faciliter les importations. Voilà. Donc vous voyez que effectivement, en fonction de l'application que j'utilise, je vais être redirigé vers des informations qui sont liées à mon profil d'utilisateur. Et enfin, je souhaitais vous partager aussi une vidéo testimoniale de Stéphane Lanuzel, qui est directeur du programme Beauty Tech chez L'Oréal et qui, eux, ont déjà mis en place le QR code augmenté GS1 sur une multitude de références produits. Donc, il va nous expliquer pourquoi ils l'ont mis en place, pour quel usage et quels sont les retours. Bonjour, je suis Stéphane Lanuzel, je suis en charge du programme Beauty Tech chez L'Oréal, qui est un programme qui embarque les nouvelles technologies pour transformer le groupe L'Oréal, inventer la beauté du futur en se transformant en une entreprise du futur. Chez L'Oréal, on vend plus de 7 milliards de produits par an. Et par définition, jusque-là, on était limité en termes d'informations que l'on voulait échanger avec nos consommateurs parce que l'on pouvait écrire sur les packaging. Et donc on a commencé à écrire de plus en plus petit, mais on avait des contraintes réglementaires qui nous demandaient de mettre plus d'informations. Et on a découvert qu'avec le QR code augmenté GS1, on pouvait faire le lien entre ce produit physique et le monde digital. Et donc c'est la porte entre le monde physique, les produits et l'expérience consommateur dans le monde du digital. Chez L'Oréal, le QR code augmenté GS1, c'est une obligation parce que ça permet de faire ce lien entre nos produits physiques et le monde digital et de proposer des nouvelles expériences à nos consommateurs. Dans un groupe comme L'Oréal, où on a plus d'une trentaine de marques, on est présent dans 70 pays et où notre volonté c'est d'équiper nos 7 milliards de produits avec un QR code, ça demande de le faire à l'échelle, donc il faut s'organiser, il faut mobiliser des équipes et il faut aussi une vraie volonté de la direction générale, ce que l'on a la chance d'avoir chez L'Oréal, pour pouvoir pousser ce programme de manière importante. Le QR code augmenté GS1 est très simple, le standard est très clair, donc c'est une question de volonté, c'est une question de bien définir aussi quelles expériences, quels cas d'usage on veut mettre en œuvre.
L'Oréal et GS1, c'est une longue histoire puisqu'on a collaboré quasiment depuis le début de la création de GS1. Sur le sujet du QR code augmenté GS1, on avait chez L'Oréal ce projet qui s'appelait Produits augmentés, où notre objectif c'était de dire comment je crée ce lien entre nos produits physiques et le monde du digital. Et c'est là où on a rapproché les deux initiatives et on a collaboré ensemble pour pouvoir le faire à l'échelle en appliquant dès le début les standards GS1. La magie, c'est de construire un aiguillage intelligent qui, en fonction de ce lien, des informations qu'on est capable de collecter sur le type de smartphone, le lieu où le produit a été scanné, la langue du smartphone, l'aiguillage intelligent va orienter le consommateur sur des pages qui sont différentes. On est capable d'adapter le contenu que l'on propose à nos consommateurs, mais aussi en fonction de la période de l'année. On va faire des opérations spécifiques pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères ou pour Noël par exemple. Déjà, le geste de scanner un QR code, c'est très simple et ça s'est beaucoup démocratisé. Et donc les retours que l'on a de nos consommateurs, c'est que c'est simple, mais ça permet d'avoir accès à du contenu très très riche et on voit un engagement très fort avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'engagement et aussi une meilleure conversion. Ce que l'on a constaté, c'est quand les consommateurs scannent un QR code et vont ensuite consommer l'information sur les sites e-com ou sur les sites de marque, ils passent beaucoup plus de temps pour utiliser cette information, pour lire, pour s'informer, et ça se traduit par une meilleure conversion sur nos sites e-commerce. Donc c'est tous ces aspects-là que l'on mesure pour calculer le ROI de cette initiative. Je vais prendre un exemple sur un des premiers produits sur lesquels on a mis un QR code augmenté GS1, qui est de la coloration capillaire pour les hommes, que l'on avait lancé pendant le Covid. La coloration capillaire pour les hommes, c'est pas un geste naturel, et donc au travers de ce QR code, on a pu proposer des tutoriels pour expliquer à ces messieurs comment utiliser la coloration capillaire. On attend avec impatience le fait de pouvoir avoir uniquement un QR code et plus de code barre. Et je sais que la date fatidique est 2027 et ça nous permettra d'avoir un seul signe pour identifier nos produits et d'avoir plus d'espace pour pouvoir communiquer sur nos produits aussi. Le QR code augmenté GS1 offre de multiples expériences pour nos consommateurs. Et pour moi, la seule limite, c'est la créativité de nos équipes marketing. Voilà, donc une des phrases que je retiens à chaque fois que je regarde cette vidéo, c'est la dernière phrase que, effectivement, c'est la seule limite, c'est la créativité des équipes marketing. Ce qui veut dire qu'on peut répondre à de multiples enjeux avec le QR code augmenté GS1. Ça va être aux entreprises de définir ce qu'elles souhaitent faire avec ce QR code. Enfin, du coup, GS5 vous accompagne dans cette transition du 1D au 2D, dans cette transition de l'EN13 vers le QR code augmenté GS1. Et donc, je souhaitais vous présenter 3 services qui sont proposés par GS1 France. Tout d'abord, une formation dédiée au QR code augmenté GS1 qu'on a lancée en juin dernier. C'est une formation d'une demi-journée qui est en format digital et donc qui est à un coût de 410 € hors taxe en fonction de si vous êtes adhérent GS1 France. Cette formation-là, elle va vous permettre de mettre en œuvre le QR code augmenté GS1 en vous donnant des clés sur 3 étapes de mise en œuvre, notamment sur la structuration du GS1 Digital Link, qui, je le rappelle, est une syntaxe standardisée, de vous aider à imprimer un QR code augmenté GS1, donc il y a des règles à respecter, et de construire des services numériques autour de ce QR code augmenté GS1, que ce soit via un serveur classique ou là, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, un résolveur. Donc, il y aura plusieurs sessions, donc une par mois jusqu'à fin 2023, et il y aura d'autres sessions en 2024, bien entendu. Les prochaines sessions, c'est le 3 octobre, le 14 novembre et le 5 décembre. Enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, on est un organisme qui est certifié Calliope, ce qui veut dire que vous pouvez bénéficier d'un remboursement partiel ou total de la part de votre OPCO, votre opérateur de compétences. Pour ça, je vous invite à
en discuter avec vos départements ressources humaines qui sont. Et enfin, je vous ai mis le lien d'inscription pour aller directement vers la page de cette formation pour avoir plus d'informations sur le contenu, mais aussi pour avoir accès au bulletin d'inscription. On propose également un accompagnement sur mesure, notamment avec la possibilité de faire un audit diagnostic de l'existant qui est effectué par des experts de GS1 France, notamment en allant sur site de l'entreprise pour analyser les systèmes de référencement produits, la stratégie de codification, le process d'étiquetage et tout ce qui s'ensuit. Ce diagnostic va mener à des recommandations, des préconisations pour analyser justement les écarts qui pourraient être faits entre la visite de site et tout ce qui devrait être compliance avec les standards GS1. Donc, il y a des recommandations qui sont faites sur la stratégie de codification, sur la stratégie de structuration d'un GS1 Digital Link, ou sur la stratégie de marquage d'un QR code, notamment sur l'emplacement d'un QR code sur un packaging, sa dimension, etc. Et enfin, ces deux étapes-là, l'audit et les recommandations, mènent à la rédaction d'un cahier des charges où vous retrouverez les spécifications techniques du standard le GS1 Digital Link, mais aussi du QR code. Et enfin, troisième et dernier service, c'est le GS1 Calicode. Donc, c'est un service de contrôle de GS1 France qui est fait en laboratoire chez nous pour vérifier la qualité des codes barres et donc d'éviter les erreurs d'impression. Vérifie la conformité à la fois du GS1 Digital Link, mais aussi du QR code. On vérifie la qualité d'impression pour s'assurer que le QR code augmenté GS1 est 100% lisible. Et il y a des recommandations, un diagnostic qui est effectué justement pour permettre à l'entreprise de pallier à des éventuelles non-conformités. Vous avez le tarif d'un contrôle GS1 Calicode à droite et un forfait 10 contrôles également qui est à 565 € hors taxe. Enfin, autre type d'accompagnement. Alors oui, ces services-là, ils sont effectués par le service delivery, donc qui est un service qui accompagne les entreprises dans le déploiement des standards GS1. C'est un service technique auquel vous pourrez faire appel si vous avez notamment un projet ou en tout cas une réflexion de mise en œuvre du QR code augmenté GS1, mais pas que. Bien sûr, ils accompagnent sur l'ensemble des standards GS1. Et donc, le dernier type d'accompagnement, c'est l'accompagnement par les GS1 partenaires. Les GS1 partenaires, ce sont en fait des offreurs de solutions qui mettent en œuvre des solutions conformes aux standards GS1. Donc, ils se retrouvent sur une marketplace qui s'appelle mespartenaires.gs1.fr. Et sur cette marketplace, vous allez retrouver une fiche qui va indiquer, par exemple, la description de l'entreprise de solutions, les typologies de solutions qu'ils proposent, que ce soit sur du marquage, de la traçabilité ou encore de l'identification. Si vous avez un besoin technique, enfin opérationnel, problématique, c'est vers cette marketplace qu'on va vous rediriger pour avoir accès à ces GS1 partenaires. Et enfin, très bonne transition, du coup, on va passer au témoignage de 360 Smart Connect. Roland Mellet est le CEO et qui va justement nous parler d'un usage opérationnel du QR code augmenté GS1 dans le secteur de la construction. Roland, si tu nous entends bien, je te laisse la parole. Présenter. Merci pour cette transition. Et je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Là, c'est bon pour vous? C'est bon. Ok, parfait. Effectivement, je suis le fondateur de 360 Smart Connect. Nous sommes une entreprise qui a maintenant bientôt 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'on travaille sur la traçabilité au travers de l'identification interactive, des marqueurs augmentés.
et nous faisons de la documentation des produits, du suivi de processus et de la traçabilité sur des produits unitaires dans des milieux ouverts, typiquement celui dans lequel on travaille principalement, qui est le milieu de la construction. Milieu de la construction qui est décrit dans la slide après en un schéma. C'est un milieu où il y a beaucoup d'acteurs très différents qui travaillent momentanément, on va dire, sur un projet ensemble, et donc qui, d'un projet à l'autre, d'un cycle à l'autre, sont des acteurs différents et sur lesquels pour lesquels il est très difficile finalement de mettre en place des routines et des processus qui se répètent. Et d'où l'intérêt justement de travailler avec GS1 pour la création et l'utilisation de ces standards dans ce milieu-là où il y a énormément d'acteurs. Un exemple tout bête, un chantier c'est quoi? Un chantier c'est de multiples industriels qui fournissent soit en direct, soit via le négoce qui est souvent considéré comme une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui rentre et ce qui sort. Ensuite, c'est acheminé sur les chantiers en direct ou via, une fois de plus, via le négoce. Chantier qui est créé par des architectes et des concepteurs qui, eux, n'ont pas forcément connaissance au début des produits des industriels. Chantier qui est assemblé par une entreprise qu'on appelle entreprise générale, qui va faire travailler de multiples sous-traitants qui ne sont, une fois de plus, jamais les mêmes et avec qui les habitudes de travail sont toujours différentes. Donc tout ça fait que quand l'ouvrage, la construction est transféré à son client final, il est toujours très difficile de documenter correctement cette construction. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, il y a des enjeux énormes qui sont en train d'arriver, notamment sur l'empreinte carbone. Il est très important d'actualiser, de savoir exactement quels sont les produits qui ont été utilisés de façon à ajuster précisément l'empreinte carbone. Et donc, pour faire tout ça, nous utilisons des QR codes augmentés, et donc maintenant des QR codes augmentés GS1, sur les produits, les équipements et les processus de nos clients. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un cas d'usage. Alors, c'est un cas d'usage qui, vous m'excuserez, est peut-être pas des plus glamour, mais qui est assez, dans le cas d'usage, illustre très bien l'utilité du QR code augmenté. C'est le cas d'usage que l'on a avec une entreprise française, mais filiale d'un groupe allemand qui s'appelle Rikutech, qui est un gros acteur de l'assainissement non collectif. L'assainissement non collectif, c'est quoi? C'est des cuves, on appelait ça avant les fosses septiques. C'est ce qui retraite les eaux usées des maisons isolées. Et donc, depuis quelques années, il y a des dispositifs qui sont des dispositifs un peu particuliers qu'on appelle des microstations qui sont vendus sous couvert d'un agrément ministériel. Or, et c'est là que réside le challenge que je vais vous présenter aujourd'hui, cet agrément ministériel demande à l'industriel de communiquer directement vers l'utilisateur final, donc le particulier qui possède l'équipement. Mais le problème, c'est que l'industriel ne connaît pas son utilisateur final. Pourquoi? Parce que le produit est vendu à un négoce, donc à un commerçant. Le commerçant, lui, le revend à un installateur. L'installateur lui-même remet l'équipement au particulier. Donc ça fait beaucoup d'acteurs qui viennent interférer sur la chaîne pour que, au final, le produit soit utilisé. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? C'est que l'on a, s'il est possible de changer de slide, voilà, on a rajouté sur la documentation, l'étiquetage et les modes d'emploi des équipements, un QR code augmenté GS1 qui permet, grâce au contexte que l'on va passer, et là le contexte c'est les étapes dans un processus, de venir fournir de l'information et du service à chacun des acteurs de la chaîne de valeur de cette microstation. Le premier, c'est l'industriel qui va pouvoir déclarer
le fait d'avoir contrôlé et mis en expédition le produit. Le deuxième, et c'est là où on va dire la magie du QR code augmenté opère, c'est que comme Vincent vous l'a démontré tout à l'heure, on n'a pas spécialement besoin d'un appareil particulier ou d'un programme particulier pour venir scanner ce QR code. Eh bien, tout le monde a son smartphone dans la poche et va pouvoir venir scanner le QR code pour faire l'action dont il a besoin. En l'occurrence, là, ça va arriver chez l'installateur qui va pouvoir déclarer que l'équipement est posé. On va amener du service qui est je déclare que c'est fait à tel endroit pour libérer une grosse partie de la charge administrative. Ensuite, pareil pour la mise en service. Et au final, le client final, lui, quand il va scanner son QR code, va avoir accès à quoi? À toute la carte d'identité de son équipement. Si on transpose ça dans d'autres secteurs, on pourrait dire par exemple que l'utilisateur final, ça pourrait être, si on renverse la chaîne, un producteur par exemple de fruits et légumes, qui va, quand il va scanner un QR code qui sera augmenté, qui sera sur une caisse de chargement, il va pouvoir déclarer à ce moment-là la quantité et le type de légumes qu'il va mettre dans la caisse, de façon à ce que derrière, les successeurs dans la chaîne soient au courant de ce qui va leur arriver, donc pouvoir anticiper des choses. On va pouvoir aussi, puisque, et là on va le voir sur la slide après, les QR codes augmentés sont réglés par rapport au numéro de série, donc à l'identifiant unique de chaque produit. On va pouvoir organiser très facilement des questions de rappel ou d'alerte particulière. Ici, nous, le jeu sur ces produits-là, c'est de pouvoir informer l'utilisateur qu'il est temps de venir faire un entretien dans son équipement. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu, si on rentre un peu dans la technique et dans ce qui a été mis en œuvre, il était fait référence tout à l'heure à la question du résolveur. Et le résolveur, la vraie bonne image, effectivement, c'est l'aiguillage. En fait, l'aiguillage ferroviaire qui va orienter en fonction d'un contexte particulier le lecteur, qu'il soit un opérateur administratif, qu'il soit un utilisateur final ou qu'il soit quelqu'un qui va venir faire du contrôle, vers un contenu particulier qui lui est destiné. Ici, on a choisi de régler cela par une variable que l'on appelle le link type. Vous voyez, c'est ce qui est à la fin de l'URL qui est incorporé dans le QR code. Et en fonction, si on est sur la Product Information Page, donc le link type PIP, on va tomber sur la page finale, le service final, qui vient amener tout le service dédié à ce produit et ce produit unique. Mais si au même moment vous reprenez l'URL et que vous rajoutez derrière le link type all, vous allez avoir accès à tous les types de services qui vont pouvoir être mis en œuvre. Tout ça pour vous dire que finalement, le QR code augmenté a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est qu'il déverrouille complètement tout l'accès à de l'information et permet l'information ascendante, c'est-à-dire de remonter du consommateur vers le producteur. Ça, c'est super important. Et deuxièmement, finalement, n'est pas plus difficile à mettre en œuvre que tout autre marquage, puisque il peut même être éventuellement produit à l'avance, imprimé et associé à un produit par après. C'est très utilisé chez nous dans le monde de la construction. On est en train de transposer ces domaines-là, ces services-là dans d'autres domaines comme la chimie ou comme l'agroalimentaire et la logistique aussi. Donc le QR code augmenté, du fait qu'il a été vulgarisé largement grâce au Covid, finalement, à la Covid qui nous a donné un coup de main, à l'usage qui est de l'appétence du consommateur final à avoir toujours plus d'informations, eh bien, permet de répondre à des besoins qui sont communiqués vers un client final distant et avoir du retour d'information de cet utilisateur, de ce client final,
directement pour le producteur en passant finalement au-dessus de toute la chaîne de valeur, en créant ce lien direct entre l'industriel et le consommateur final. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour, pour aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez derrière moi ma carte de visite en QR code augmenté GS1. Merci Roland. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Merci Roland. Super exemple en tout cas opérationnel. On voit que le standard il est live, il marche et pas forcément que dans le secteur des PGC, dans le secteur de la construction aussi. Donc il y a beaucoup d'exemples d'utilisation du QR code augmenté GS1 et ce qui montre aussi la pluralité de ce que peut faire le GS1 Digital Link. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques questions qu'on a eues dans la question-réponse, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre tout de suite? Il y a eu 2 questions. On a déjà répondu, mais ça sera plus que je répète. La première, c'était par rapport à la slide où il y avait tous les différents types d'URI qui pourraient arriver, donc pour le retrait-rappel, pour le blocage en caisse, etc. La question, c'était, ce ne sont pas encore des standards. Si ce n'est pas le cas, quand est-ce que ce sera officialisé? D'accord. Ok, donc j'imagine que c'est la question qui est liée au poids variable. Donc c'est des points sur lesquels on va réfléchir avec vous, les acteurs du marché, notamment lors de la communauté d'intérêt du 26 septembre. C'est pour ça aussi que je voulais présenter et c'est aussi pour ça que je vous invite à y participer, à vous inscrire, puisque c'est avec vous que cette standardisation, en tout cas sur l'usage du vrac et poids variable, va se faire. C'est très important, si c'est une problématique actuellement pour vous qui posez la question, de vous rendre à cette communauté, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et une seconde, c'est est-ce qu'il existe une documentation pour la construction de ce QR code augmenté GS1? Alors, il y a un guide de mise en œuvre qui est sur notre site internet. On pourra du coup vous partager. C'est déjà fait? Bon, c'est génial. Je suis accompagné du service delivery notamment, qui est très performant, vous le voyez. Du coup, on vous enverra quand même par mail le support, ce guide de mise en œuvre, en tout cas le lien pour le récupérer, et une FAQ s'il y a d'autres questions, comme ça vous aurez toutes les réponses. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais je crois que là, pour l'instant, il n'y en a que 2. Donc, j'imagine, en tout cas, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. N'hésitez pas à poser d'autres questions, ou en tout cas à revenir vers nous, vers moi directement ou vers le service delivery si vous voulez plus d'informations sur le contenu qu'on vient de vous présenter. Pas d'autres questions? Ok. Écoute, je vais laisser la parole à ma collègue Christina, du coup, pour vous présenter Verify by GS1. Bonjour à tous et merci beaucoup à Vincent et Roland pour les interventions très riches et intéressantes par rapport au QR code augmenté GS1. Je pense que le principe et notamment la puissance, il est clair, c'est l'avenir. Et donc là, on a parlé notamment de l'engagement consommateur. Maintenant, moi, je vais prendre la partie plus l'échange aussi de données produits entre vos partenaires commerciaux. Voilà, pareil, pour partager des informations clés sur la donnée produit. Et là, on parle donc de Verified by GS1, qui est le registre mondial des produits donc légitimes. Et pour avoir un peu de contexte sur le slide suivant, là, déjà entendu un peu plus tôt aujourd'hui aussi qu'effectivement, suite à la pandémie en 2019, que les modes de consommation ont été vraiment fortement impactés. Évidemment, on a beaucoup plus consommé en ligne, donc il y avait aussi une croissance fulgurante des places des marchés qui en même temps apportent aussi de nouveaux défis, mais pas que pour les marketplaces de manière générale. Donc, on va voir aussi un
plus en détail sur ça, et notamment la nécessité d'identifier et authentifier des produits grâce au GEDI. Alors, si on regarde un peu plus les différents enjeux qu'une marque commerciale puisse rencontrer aujourd'hui, le maître mot, c'est vraiment la data governance, donc la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire aujourd'hui maîtriser et structurer sa donnée produit, c'est vraiment clé et essentiel. Aussi, la protection des consommateurs, donc aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'important de fournir le bon produit aux consommateurs et partager les bonnes informations avec tout son écosystème. Et là, c'est donc grâce au registre Verified by GS1 qu'on peut vous apporter donc, les réponses à vos enjeux. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le registre mondial GS1 de produits? On parle aujourd'hui d'une identité produit qui se compose de 7 attributs que vous pouvez partager dans ce registre. Ces 7 attributs, c'est d'un côté bien entendu le GTIN, mais vous avez aussi par exemple des attributs comme le nom de la marque, la description, une image de votre produit, la catégorie, donc la GPC, le contenu net et également aussi les pays de vente où votre produit est commercialisé. Et ça permet donc de mettre à disposition cette carte identité de vos produits qui est donc numérique, donc mettre à disposition aux différents acteurs qui souhaitent donc trouver cette information donnée. Donc ça peut être les marketplaces, ça peut être les distributeurs, mais on a aussi d'autres utilisateurs que je vais vous montrer un peu plus tard. Et aujourd'hui, ce registre, il compte déjà plus que 400 millions de GTIN et vraiment, ça s'enrichit tous les jours. Donc, voilà, on est ravis de voir aussi dans quelques mois où le compteur se légitime dans le registre sera. Alors, pour schématiser un peu le fonctionnement maintenant de Verified by GS1, donc à gauche, si on commence, donc là, on parle donc de la marque commerciale qui va publier sa donnée produit, donc les 7 attributs qu'on vient de voir tout à l'heure sur le slide, dans notre registre local de GS1 France qui s'appelle Code Online. Et Code Online est donc connecté à Verified by GS1, qui est donc le registre mondial de produits, pour publier donc votre donnée que vous avez partagée dans le registre. À droite, vous avez donc les utilisateurs, donc ceux qui veulent avoir cette information de produits, donc de nouveau comme les distributeurs ou les marketplaces, qui vont donc faire un appel à notre registre Code Online local et évidemment cet appel va piocher dans le registre donc Verified by GS1 mondial. Alors, quelle est sa proposition de valeur de VBG? On va entrer un peu plus en détail maintenant pour les bénéfices, donc pour les marques commerciales. Donc, vous avez à la fois des bénéfices internes et externes. Si on regarde maintenant dans un premier temps pour les bénéfices internes, là, de nouveau, on l'avait vu aussi tout à l'heure, c'est vraiment le maître mot, c'est la gouvernance de la donnée. Donc aujourd'hui, un élément clé pour les marques commerciales, c'est avoir une vue totale sur tous les GTIN lesquels elles possèdent, avoir une vue globale sur tous les produits et tous les préfixes d'entreprise. Pourquoi? À quoi ça sert? Donc, vous pouvez, grâce à ce registre, donc, une fois que vous avez publié tous vos données produits dedans, vous avez vraiment une amélioration aussi de votre Master Data Management. Si on parle de Master Data Management à ce point-là, on parle aussi des structures bien évidemment très grandes. On peut parler des sociétés multinationales qui peuvent avoir par exemple aussi une gestion de données décentralisée. Donc le Master Data Management pour cette structure n'est pas toujours évident. Mais grâce donc, au registre, vous avez vraiment un endroit où toute la donnée est collectée. Ça vous permet mais également aussi d'améliorer la qualité de la donnée parce qu'une fois vous commencez à vous lancer dans ce projet, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, peut-être votre donnée, parfois, elle n'est pas structurée de la même manière, où on a eu souvent des cas, typiquement une marque, elle s'écrit par exemple avec un apostrophe, parfois avec, parfois sans. Donc, même une entreprise, elle peut avoir beaucoup des effets à un
en réalité, une fois qu'elle se lance dans ce projet, dans la publication grâce à notre registre. Mais au-delà, ça permet aussi d'utiliser le standard GS1 de manière conforme. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, il y a aujourd'hui des sociétés, bien entendu, ils font des rachats, de reventes. Donc, ça vous permet aussi de voir, est-ce que toutes mes plages, donc tous mes préfixes, par exemple, m'appartiennent? Est-ce que j'ai, par accident, peut-être utilisé encore un ancien préfixe, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de différents cas de figure où rien que pour vous en interne, la publication de votre donnée produit va vous permettre de bien vous structurer et de bien avoir, encore une fois, cette vue globale sur tous vos produits dans un catalogue numérique. Maintenant, pour les bénéfices externes. Merci beaucoup. Donc là, pour les bénéfices externes maintenant de la marque, on est donc dans le renforcement pour la marque et sa position sur le marché. Donc d'un côté, ça vous permet aussi de protéger l'image de la marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, il faut vraiment avoir en tête, il faut, idéalement, c'est vraiment vous, la marque commerciale, le seul émetteur de votre donnée produit. Donc, pour garantir ça, et éviter que, par exemple, quelqu'un d'autre qualifie vos produits en votre nom parce que, par exemple, il n'a pas trouvé la donnée produit, justement, ça peut aussi nuire à l'image de la marque parce qu'il va qualifier le produit en son nom, mais c'est quand même votre produit. Il peut peut-être faire des erreurs parce qu'il ne connaît pas aussi bien que vous la donnée et toutes les caractéristiques. Donc, ayez ça en tête, ça protège vraiment aussi vous, in fine, si vous êtes le seul émetteur de la donnée de produit, de vos produits, et vous le partagez à votre écosystème. Ça permet, mais également aussi un processus de référencement beaucoup plus facile des GTIN, typiquement sur un marketplace, si on prend ça comme exemple. Ça peut aider aussi à un marketplace, mais aussi, par exemple, l'instance publique, la DGCCRF, identifier beaucoup plus facilement des produits contrefaits. Donc, ça ne peut pas empêcher, mais c'est un moyen de faciliter la détection. Mais, de manière générale, également, une relation beaucoup plus efficace avec tous vos partenaires commerciaux. Si on part sur le slide suivant maintenant, on va voir aussi tous les bénéfices pour l'écosystème. Donc, l'écosystème, donc vos partenaires commerciaux qui se posent vraiment tout le jour la question, est-ce que c'est vraiment le produit que je pense que c'est? Et c'est là où Verified by GS1, le registre, il va pouvoir répondre à cette question. Donc, vous allez pouvoir mettre donc, à disposition votre donnée de produit à votre partenaire commercial pour avoir une source de données non ambiguë et fiable. Donc, moi, en tant que partenaire, je peux vraiment me baser sur ce que vous avez partagé. Et ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour éviter toutes les erreurs qu'ils puissent avoir. Mais aussi avoir, par exemple, une meilleure gestion des flux de produits qui rentrent dans une marketplace. Si vous partagez cette donnée, la marketplace, elle peut aussi vérifier. Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne info produit? Est-ce que c'est le bon GTIN qui est publié? Et ainsi de suite. Si on prend maintenant un cas, par exemple, d'un distributeur, lui, aujourd'hui, il va aussi pouvoir s'en servir tout simplement pour mieux gérer les infos en caisse. Ça existe, ça arrive. Et là, pour réduire tout simplement de passer beaucoup de temps, il va faire appel aussi à notre registre pour tout de suite trouver cette donnée de vos produits. On a aussi déjà en Chine, encore une fois, ce n'est pas un registre local, c'est vraiment mondial et il y a beaucoup d'instances déjà publiques aussi qui s'en servent. Donc, par exemple, en Chine, la douane, elle l'intègre déjà aussi dans un processus d'enregistrement des produits que vous souhaitez exporter vers la Chine, par exemple. Donc, ça facilite énormément ce processus. Donc, ils se servent déjà aussi de cet outil. On a en local, la DGCCRF, qui fait aussi déjà actuellement des tests. Ils veulent impliquer aussi notre registre pour avoir une meilleure
vérification des produits frauduleux, mais aussi se servir justement pour avoir une meilleure gestion des rappels produits. Donc ça, c'est aussi en cours. On est en train d'échanger avec Open Food Facts. Pareil, il va aussi bientôt se servir de cette base de données. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un écosystème aujourd'hui qui n'attend que ça, que vous communiquez vos produits dans le registre pour pouvoir vraiment se servir et gérer de manière efficace le business. Alors, juste un petit focus maintenant sur les précurseurs et toutes les entreprises qui utilisent déjà Verified by GS1. Donc, la genèse de ce projet était lors du Consumer Goods Forum en 2020 où des grands acteurs se réunissent habituellement. Donc, c'est vraiment des acteurs de la grande consommation entre l'industrie et la distribution. Et il y avait deux challenges fondamentaux sur lesquels ils se sont mis d'accord, sur lesquels il faut travailler et sur lesquels le registre Verified by GS1 va rentrer en jeu. C'est d'un côté d'améliorer la qualité de la donnée de produits et réduire les incohérences entre les échanges, entre les partenaires commerciaux. Vous voyez, donc on peut passer sur le slide suivant, un catalogue de plein d'acteurs qui se sont donc déjà lancés dans ce projet. Donc, on avait vu, on a des acteurs locaux comme L'Oréal, comme Savencia, qui se sont lancés dans ce projet, mais on a pu accueillir récemment aussi des entreprises comme BIC, comme Lustucru, qui ont franchi le cap et qui partagent désormais leurs données produits dans le registre. Alors, comment on peut maintenant publier dans le registre? Donc, on va voir sur le slide suivant. On vous propose donc 4 différents moyens de publier votre donnée produit. Donc, on a d'un côté la saisie manuelle via code online. Ça reste un moyen de le faire. Après, on vous propose aussi l'important masse via un fichier CSV. On peut vous proposer également d'utiliser notre API qu'on a développé et qu'on vous met avec grand plaisir évidemment à disposition pour également faire l'import en masse de manière plus automatisée. Et le dernier nouveau dans la famille, c'est à partir d'octobre, on veut encore faciliter la publication et notamment pour toutes les entreprises qui sont par exemple déjà dans le réseau de la GDSN. On veut aussi vous proposer justement bénéficier déjà de vos données produits qui sont toutes prêtes et qui circulent dans le réseau de la GDSN. Donc, on va aussi proposer un connecteur GDSN et ça permet tout simplement aussi cocher la case de emporter ou publier votre donnée dans Code Online. Donc, vous voyez, on essaie vraiment de faciliter la tâche pour tout le monde selon vos préférences, selon les outils que vous avez à disposition pour publier dans le registre. Et j'aurais donc fini sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur le registre des produits Verified by GS1? Il y a eu des questions? Il y a une question sur l'éventuelle interconnexion entre le registre Verified et la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Est-ce que dans le registre, il est possible de publier le lien vers cette fiche du produit pour récupérer l'empreinte carbone? Alors aujourd'hui, ça ne fait pas partie des attributs qu'on nous met à disposition. Donc, juste pour rappel, on a les 7 attributs qui font partie de registre. C'est la donnée qu'on estime aujourd'hui essentielle pour partager avec ses partenaires commerciaux. Donc, de nouveau, c'est le GTIN, le nom de la marque, une image, etc. Mais ce lien précis ne fait pas partie aujourd'hui du registre. Alors, si on n'avait pas d'autres questions, donc je propose qu'on passe au slide d'après. Du coup, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On vous propose de scanner ce QR code qui est cette fois-ci classique, pas augmenté, qui va vous envoyer vers un questionnaire
pour savoir si les informations qu'on vous a transmises aujourd'hui, que ce soit sur le QR code augmenté GS1 ou Verified by GS1, répond à vos attentes. Et si vous voulez être recontacté sur un ou les deux sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, et également si vous voulez être recontacté pour participer à la communauté d'intérêt du 26 septembre, qui, je le rappelle, va nous permettre tous ensemble de prioriser les cas d'usage de demain liés au QR code augmenté. Donc, vous avez ici nos contacts à Christina et moi pour revenir vers nous directement si vous voulez avoir des informations plus amples, faire un rendez-vous one-to-one. Et on vous remercie, on vous laisse prendre connaissance de tout ce qu'on vient de vous transmettre aujourd'hui et revenir vers nous s'il y a une nécessité. Voilà, merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Nous sommes dans les trains, nous sommes dans les produits cosmétiques, nous sommes dans les outils et les équipements de sécurité. Nous sommes dans les médicaments, nous sommes dans la plupart des produits. Nous sommes aussi dans la logistique. Nous sommes pratiquement partout où il y a des échanges commerciaux. Nous sommes un rouage essentiel de l'économie. En un seul geste, nous connectons les produits et les hommes. Nous sommes l'empreinte digitale de vos produits. Nous sommes le code universel du commerce. Nous sommes le code barre, scanné plus de 10 milliards de fois par jour dans le monde. Bienvenue chez GS1 France. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les dessous de GS1 France. Derrière nos codes, il y a des collaborateurs et des adhérents engagés, et une belle histoire collective. Et oui, c'est sur un paquet de chewing-gum comme celui-ci qu'a été scanné le premier code barre en caisse il y a maintenant 50 ans. Au début du libre-service, tout était manuel. Il fallait étiqueter tous les produits, et il y avait parfois des queues interminables dans les magasins. Avec l'essor de l'informatique, l'espoir a été de pouvoir automatiser tous ces échanges. Oui, mais le langage des ordinateurs n'est pas le langage des humains. Eux, ils parlent data. Il fallait inventer un nouveau langage commun permettant de décrire chaque produit pour éviter toute erreur. Et c'est ainsi qu'a été créé le premier standard d'identification international produit, le fameux code à barre à 13 chiffres. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce que permet le code barre. Échanger sur les données des produits entre partenaires commerciaux. Un bip en caisse et le prix s'affiche. GS1 France permet à toute entreprise, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, de parler le même langage. En France et partout dans le monde. GS1 est une société neutre, sans but lucratif. Notre intérêt, c'est l'intérêt collectif. GS1 est un espace de collaboration pour établir des règles, un langage commun qui profite à tous. Et la règle la plus importante, c'est le préalable à tout échange commercial. C'est l'identification. Notre cœur de métier, c'est de fixer ensemble les règles, les fameux standards, pour identifier de manière unique et non ambiguë les produits et les lieux. Identifier pour échanger, plus vite et mieux. Notre expertise va s'avérer essentielle à l'accélération de l'économie circulaire. Les défis à relever par la société tout entière sont immenses et urgents. Et nous n'avons pas vraiment le choix. On doit tous apprendre à produire et consommer de façon plus responsable, à économiser nos ressources et à réduire nos déchets. Il y a déjà de très belles initiatives dans nos groupes de travail. Avec GS1 France, nous discutons les nouveaux standards de la réparabilité des produits. Avec GS1 France, nous travaillons sur la standardisation de nos données emballage pour améliorer leur recyclabilité et mieux informer nos consommateurs. Nous travaillons sur les standards des produits qui changent plusieurs fois de main et de vie. Nous construisons avec GS1 France des standards d'identification et de traçabilité pour la maintenance des trains tout au long de leur cycle de vie. Nous encourageons toute initiative individuelle. Mais pour passer à l'échelle, la solution ne peut être que collective. Ensemble, nous devons inventer le nouveau langage de l'économie circulaire. Et pour relever ce défi, il va falloir identifier des produits qui changent plusieurs fois de vie et de main, et partager une quantité phénoménale d'informations à des acteurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, pour les 50 ans de GS1 France, je vais vous donner un scoop.
Le futur standard de l'économie circulaire, il existe déjà. Il est là et c'est lui qui va remplacer le code barre. Alors ça ressemble à un QR code, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus malin. Le QR code augmenté GS1, c'est un peu le code barre nouvelle génération. Il permet de capturer plus de données produits, il permet aussi d'échanger des contenus infinis sur le web, et enfin, il va nous permettre de créer des cas d'usage qui seront accessibles au plus grand nombre, notamment aux consommateurs. On a tous intérêt à parler le langage de l'économie circulaire si on veut vraiment porter nos idées à l'échelle. Alors, mobilisons-nous, travaillons ensemble, et pour cela, vous êtes tous les bienvenus chez GS1 France.